0, où est-ce qu'on est? Combien de personnes ont chacune des connaissances? Et je mets l'infini, c'est-à-dire si tout le monde apprend ce qu'ils ont mentionné qu'ils veulent apprendre, où est-ce qu'on sera à cette étape-là? Alors c'est-à-dire, c'est la vision. Si tout le monde apprend ce qu'ils ont envie, combien de personnes connaîtront chacune des skills technologiques? Là, en regardant, vous avez vu qu'il y a un petit cercle rouge. Pourquoi tu fais ça en cercle rouge? Mais c'est très simple. Il y a un indicateur qu'on utilise beaucoup quand on va bâtir des équipes, qui s'appelle le truck factor. Pour les gens qui ont fait le CSM avec moi, quelques-uns l'ont appris. Le truck factor, c'est très simple. Alors en fait, c'était un chef de projet qui faisait de la gestion de projet à la traditionnelle, un projet qui était très complexe, qui était orienté sur des experts. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un taux de roulement assez élevé. C'est du déjà vu, non? Ouais. Et lui, il s'arrangeait à réembaucher des personnes, les réintégrer dans l'équipe, il faisait de tout pour pouvoir respecter son planning. C'était un projet sur 2 ans et demi plus ou moins. C'était assez compliqué pour lui. Mais un jour, il s'est fâché et il en avait ras-le-bol. Puis là, il a appelé une belle réunion, il a appelé les gens qui restaient dans l'équipe, et il a raconté une petite histoire. Il a dit, imaginez-vous que demain, il y aura un chauffeur de camion qui s'est pas mal alcoolisé, qui va passer devant le bureau pendant l'heure du déjeuner. Et, par malchance, à cause de Murphy, il va écraser des membres de votre équipe. Combien de personnes il a besoin d'écraser pour qu'on soit, vous comprenez le terme qui vient après, je ne dirai pas, mais en conférence. Alors là, les membres de l'équipe se sont regardés, tête à tête, et ils ont répondu 1. C'est-à-dire n'importe qui, c'était fini le projet. Alors là, elle a dit, voilà, je viens juste de rajouter un nouvel indicateur qu'on va gérer. Et c'est vous qui allez le gérer par vous-même. J'appelle ça le truck factor. Plus il est bas, plus il y a des problèmes. Et c'est à vous de vous débrouiller pour augmenter cet indicateur. Il a demandé à l'équipe, c'est quoi le truck factor idéal? L'équipe s'est regardée, ils ont dit 4. Ils ont dit, ok, c'est votre problème maintenant. Moi, je ne cours plus après des nouvelles personnes. Bon, après, ce qui se passe, c'est que on fait un suivi des truck factors, alors des connaissances sur chacune des skills. Alors, à la fin de chaque cycle, alors dans Scrum, on a des sprints, ok? Ce chargé de projet, il faisait du RUP incrémental. Alors, il avait des cycles aussi. Et il faisait du suivi à la fin de chaque cycle. C'était des cycles longs de 3-4 mois. Mais il maintenait le suivi. Moi, je fais le suivi à chaque 2 semaines parce que c'est mon cycle de production. Et on regarde l'évolution, la quantité de personnes qui connaissent certains skills. Alors ici, on voit qu'il y avait 3 personnes qui, soi-disant, connaissaient le JPA. À la fin du premier sprint, on voit qu'il n'y en a que 2. Est-ce qu'il y a un qui est mort? Peut-être. Dans ce cas, de la maturité. La personne s'est aperçue que sa connaissance de JPA était non suffisante pour ce projet. Alors, à la rétrospective, à la fin du sprint, elle dit « J'aimerais bien qu'on retire mon nom des personnes qui connaissent le JPA. Mais je veux qu'on la rajoute aux personnes qui veulent apprendre le JPA. Parce que j'ai constaté que ma connaissance pour ce projet, c'est loin d'être suffisant. » Alors ça, c'est de la maturité. Ok, alors au début, peut-être, il voulait être un peu plus vendeur. Il avait lu sur une revue que JPA est la mode. Puis voilà, il avait quelques petits termes qu'il connaissait pas mal. Et puis à la vente, ça passait. Et quand ils ont collaboré, il a dit « Aïe, je ne suis pas vraiment si bon que ça. » Puis il a assumé. C'est très bien. On voit aussi qu'il y a des nouveaux skills qui se sont rajoutés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils ont commencé à travailler, ils se sont aperçus qu'il manquait certaines connaissances qui seraient très utiles pour la bonne avancée du projet.
Alors ils disent, ah, mais c'est génial, on découvre entre le sprint 0 et le sprint 1 qu'il faudrait comprendre un peu l'intégration continue, le continuous integration, le CI. Alors ils se demandent combien de personnes connaissent entre nous? Aucune. Alors il faudrait qu'on fasse de la gestion de connaissances au sein de l'équipe pour aller chercher cette connaissance. Ils ont vu la valeur de le faire. Parce qu'ils ont eu plein de problèmes d'intégration à la fin du premier sprint. Ils se sont dit, il faudrait réagir, il faudrait changer la façon de laquelle on travaille. Et au fur et à mesure, ils sont allés chercher de la connaissance. Et, par exemple, tu as TDD. Alors, le but de tout ça, c'est que les personnes, ils créent ce qu'on appelle des profils T. Alors ici, manque de place pour le faire bien fait. Okay. Alors, A, B, C, D, E, F, ce sont des connaissances. Alors imaginez que ça, c'est un développeur qui est orienté dans le back-end, et que C, ça serait par exemple le Java J2E. Okay. Le A, ça serait par exemple du struts, ou peu importe quoi, et puis le F, ça serait plus le modèle de données ou les choses du genre. Alors ce qui se passe, c'est que, fur et à mesure, lui se maintient spécialiste en Java, mais il va chercher de la connaissance dans le périmètre, dans la périphérie de sa connaissance principale, pour augmenter le truck factor. Alors ce qui se passe, c'est sûr qu'il ne sera pas capable de faire les écrans aussi bien qu'un spécialiste d'écran. C'est normal. Mais si le spécialiste d'écran il est malade pendant 2 ou 3 jours, on ne va pas freiner l'avancée du projet. Il sera moins performant, mais il pourra continuer à travailler. Si le spécialiste d'écran démissionne, il pourra au moins expliquer à la nouvelle personne recrutée comment que ça marche, que tu ne seras pas le faire. Les choses plus complexes, il ne le fera pas. Mais il saura expliquer le pourquoi de chaque décision, parce qu'il a compris, à bas niveau, comment ça se fait. Bon, un autre indicateur très important, c'est le burn down de sprint. Alors le burn down de sprint, il montre l'état de santé du sprint, du cycle de développement en cours. Okay. Et vous voyez que la tendance, elle est plus ou moins linéaire. Ce qui se passe, c'est que quand on est ici, on commence à croire que, yes, on va livrer plus tôt. C'est l'impression qu'on nous donne, c'est ça? Parce qu'on va plus vite. Normalement, quand on est en dessous de la ligne idéale, c'est parce que les personnes travaillent sur des choses qu'ils sont très habituées à faire. Alors c'est normal qu'ils performent plus. Au début, on commence un sprint, au début de projet, on est tous motivés, non? Peu importe le défi, on est tous motivés. C'est le début. En début de sprint, tout le monde motivé, ils font des choses qui sont plus ou moins experts, puis là, ils ont, entre guillemets, gagné du temps. Là, on regarde à Parkinson. Parkinson nous dit que toute ressource est consommée selon sa disponibilité. Là, on a du temps en surplus. Si les personnes continuent à prendre des choses qui sont experts à faire, on aura encore plus de temps en surplus et les personnes vont s'auto-organiser par eux-mêmes pour aller consommer ce temps qui est disponible. Alors, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront épuisé les choses qui sont bons à réaliser, ils se seront arrangés pour consommer le temps qu'ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont gagné rien comme temps, et ils auront des choses à faire que eux, ils ne sont pas si bons à le faire. C'est-à-dire qu'ils vont consommer plus de temps pour le faire. C'est-à-dire qu'on va échouer. On ne va pas réussir à livrer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est commencer à les motiver, quand il y a du surplus de temps, pour aller gérer une nouvelle ressource, la connaissance. Là, on a un surplus de temps. Commencez à faire des choses que vous êtes moins bons pour gagner de la connaissance, pour augmenter le truck factor, pour normaliser les connaissances qu'on a besoin pour bien réaliser le projet. Utilisez le temps pour des choses utiles. N'utilisez pas le temps juste pour vous amuser. Utilisez le temps pour rajouter de la valeur au sein de l'équipe. Alors, ce qui va se passer, c'est que les informaticiens, ils adorent apprendre. Ouais. Alors, ils vont bien aimer le jeu et ils vont ralentir très vite. Et là, ils vont sortir de la zone de confort. Et maintenant, la ressource qui nous manque, ça s'appelle le temps. On a moins de temps.
On a une tendance d'être en retard maintenant. C'est bien, on l'a au début. Là, on peut réagir. On a du temps pour réagir. Alors là, il faut commencer à les motiver à aller faire les tâches, exécuter les tâches qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et de prouver à eux-mêmes qu'ils sont vraiment plus performants que les autres. Alors, c'est le défi. Est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que tu fais vraiment plus vite que les autres? Et ça, normalement, ils aiment ça, non? Qui aime ça ici en tant qu'informaticien? Ça fait du bien, hein? On adore être défiés. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à récupérer très vite le temps et ils vont re-rentrer dans la zone de confort. Alors, en leur donnant des conseils, en leur enseignant à faire des choix intelligents sur quoi travailler et le pourquoi travailler là-dessus, en les rappelant des profils T, en les rappelant des connaissances existantes au sein de l'équipe, ok, ils feront des choix plus intelligents. Et ce qui se passe, c'est que, fur et à mesure qu'ils commencent à faire ces choix plus intelligents, on commence à gagner ce qu'on appelle de la maturité. Et on va commencer à avoir une montée de performance assez importante. On va avoir une acquisition de latitude et d'autonomie qui va se faire naturellement. Ils vont passer à se faire confiance entre eux. Et nous, quand on va les voir, on va dire « Waouh, on peut leur faire confiance. » On a réussi à les faire travailler ensemble. Ok? Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces techniques viennent des projets traditionnels. C'est marrant, hein? Hein? Il n'y a pas une liaison entre projets traditionnels et ce que vous dites. Ah, il y en a quelques-unes. C'est le management du projet. C'est? Projet management. Voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est très vieux. Ces techniques sont très anciennes. Bon, on a un autre outil qui augmente la collaboration entre les équipes. Ok? On appelle ça le task board. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met toutes les tâches disponibles dans une colonne. On n'a assigné personne. Les personnes iront s'assigner dans les tâches. Au milieu, les tâches qui sont en réalisation. Et à droite, les tâches qui ont été terminées. Ok? Alors, une autre raison, j'ai pensé beaucoup hier soir, je me posé la question hier en formation, si on pouvait assigner toutes les tâches au début. Et j'ai dit non, j'ai donné des arguments pour les cultures dans lesquelles j'étais habitué. Mais hier soir, j'ai réfléchi et j'ai dit, encore ici, en prenant l'aspect religieux, c'est encore plus dur d'assigner des tâches. Parce que l'après-midi, de nouveau, il y a la prière, non? Alors, si on assigne une tâche assez complexe à une personne qui devrait terminer le matin et elle déborde sur l'après-midi, il y a des grandes chances qu'il sera moins concentré l'après-midi parce qu'il a des horaires plus ou moins respectés et il va faire attention à ses horaires. Alors, il sera moins concentré sur la tâche. Alors, ça se peut qu'en après-midi, lui assigner une tâche, c'est pas l'idéal, on peut l'assigner, il peut s'auto-assigner d'autres choses. Il peut être en train de faire du pair programming avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est en train de réaliser quelque chose en binôme. C'est-à-dire que quand il part pour faire sa pratique religieuse, pendant 15 minutes en moyenne, l'autre il peut continuer à avancer certaines choses, ou lire quelques emails, en attendant qu'il revienne, mais il continue à réfléchir là-dessus. Alors, laissez les personnes s'organiser, parce que eux, ils connaissent leurs contraintes. Eux, ils connaissent leurs besoins personnels. Eux, ils connaissent leur état d'esprit au moment de faire le travail. Alors, eux, ils vont savoir si c'est le bon moment pour faire quelque chose ou pas. Ou des fois, quelqu'un devrait faire une tâche hyper complexe. Imagine le mardi matin. Mais, la soirée d'avant, il a eu une bagarre avec son épouse. Il a eu une dispute. Alors quand il rentre au bureau, il se rappelle de ce qui s'est passé. Hier soir, il n'est pas concentré. Est-ce que c'est le bon moment qu'il fasse une tâche stratégique? Non. Peut-être à quelqu'un d'autre, à ce moment-ci,
qui serait en meilleure mesure d'exécuter la tâche. Mais là, vous me dites, ah, mais des fois, c'est le seul qui a la connaissance. Alors, il y a d'autres façons de le faire. On peut mettre du pair programming d'une certaine façon pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Parce que comme ça, quand ils travaillent en équipe, en binôme, normalement, on est plus concentré. Quand on travaille tout seul, on rentre dans notre bulle, non? Alors les problèmes personnels sont dans nos têtes. Quand on travaille en binôme, on communique. Alors, les problèmes personnels commencent à être moins présents pendant ce moment-là, parce qu'on est obligé d'échanger. Alors le test board va montrer qu'est-ce qui est disponible au moment où la personne va s'auto-assigner une tâche, et c'est à lui de faire un bon choix. C'est à lui de bien réfléchir. Maintenant, c'est quoi qui est intéressant? Alors, que ce qu'on aimerait bien, c'est que la personne regarde ici, sur le panda, première chose. Est-ce qu'on a du temps disponible ou on est en retard? Première réflexion. Si on a du temps disponible, alors idéalement, ce que je devrais faire maintenant, c'est chercher de la connaissance pour renforcer l'équipe, pour améliorer l'équipe. Première chose qu'il doit réfléchir. Si il nous manque du temps, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? C'est aller prendre quelque chose que je puisse performer plus que mes collègues pour qu'on puisse récupérer le temps perdu. Ok? Première réflexion. Deuxième réflexion, c'est comment je me sens à ce moment-ci. Est-ce que je suis vraiment bien pour apprendre telle technologie que j'aime pas trop? Tu n'es pas dans un état d'esprit appropriable, tu vas pas prendre une tâche sur une technologie que tu n'aimes pas trop. Ça sera deux raisons pour échouer. Oui? Alors il faut faire des bons choix. Bon, ce qu'on veut, c'est que, fur et à mesure, on voit que l'équipe commence à aller chercher de la confiance, de la connaissance métier, l'aptitude de faire des choix de conception, des choix d'architecture, et aussi que les skills techniques commencent à s'élargir au sein de l'équipe. Pas sur l'individu, mais sur l'équipe. Ok? Et, au fur et à mesure, on rentre dans des cycles et on continue toujours à travailler, axé sur les membres de l'équipe. Vous avez des questions, des observations? Oui? Non? Alors, on a un autre microphone. Et là, on va faire des allers-retours sur les slides, je suis certain. J'ai une question d'ordre général. Un petit peu dans votre présentation, on voit l'importance qui est accordée à l'individu, aux collaborateurs dans l'approche agile. Je voulais savoir par rapport à ce que j'aimerais savoir de par vos retours et de vos expériences en fait, quelle est la faisabilité au niveau des industries, au niveau des sociétés, des entreprises. Okay. Alors ça, c'est un point qui ressort tout le temps ou en formation. Et t'as pas tort. Revenons un peu comment ces personnes ont été formées. Alors, et moi, à l'université, ok. Et le but de l'université, c'est pas juste l'enseigner, c'est pas juste se donner de la connaissance, mais c'est de l'enseigner à travailler individuellement, travailler en équipe, faire de la recherche, par plusieurs activités. Il y a plusieurs aspects pédagogiques qui créent tout ça. Normalement, les élèves, on leur donne un travail en groupe. Moi, j'ai déjà enseigné à l'université, on a un enseignant universitaire. La plupart, la grosse majorité, il va s'auto-organiser, ou en groupe, ou tout seul, pour aboutir au résultat, pour livrer quelque chose à un professeur. Et là, il hâte, et il s'organise. Il a des contraintes, il peut avoir une épouse, des enfants,